et bienvenue dans une nouvelle émission du Micro francophone, le podcast où l'on donne la parole à tous les passionnés de la langue française et de sa culture. Bonjour à tous nos auditeurs, je suis contente de pouvoir partager cette émission avec la prof Karina. Ensemble, on va discuter sur les animaux de compagnie, plus particulièrement sur les différentes personnalités des propriétaires des animaux de compagnie. Bienvenue Karina. Bonjour, merci. Avant de commencer, je trouve amusant de raconter un peu comment est-ce qu'on est arrivé à ce sujet, n'est-ce pas? On avait d'abord pensé à parler du sujet des tests de personnalité, mais après on a changé de vision et on a dit non, on va parler des chiens et des chats. Mais quelques jours après, j'ai trouvé une thèse que vous pouvez consulter dans la description, réalisée par Marina Chillot de l'Université de Toulouse, intitulée La personnalité des propriétaires des chiens, chats et nouveaux animaux de compagnie, contribution à partir d'une enquête psychosociale. Et nous voilà aujourd'hui, on va discuter un peu quelques points qu'elle a démontrés dans sa thèse et aussi quelques questions sur les animaux de compagnie qu'on a eus et aussi sur nos personnalités. D'accord. Donc, est-ce que ces sujets t'intéressent, les animaux de compagnie? Oui. Bien sûr. Alors, tu peux nous raconter un peu pourquoi est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as des animaux de compagnie? Pourquoi est-ce que tu as des animaux de compagnie? Comment ils sont rentrés dans ta vie? C'est une question intéressante ça. Bon, peut-être, disons, parler de pourquoi on a un animal de compagnie, parfois c'est compliqué, je dirais. Parfois, c'est pas nécessairement c'est par hasard, je dirais que ça arrive. C'est pas tout le temps qu'on se dit: «OK, je vais chercher un animal de compagnie». Bon, ça m'est arrivé avec ma tortue. Je dois être honnête, je voulais avoir un serpent. Et à la fin, tu as eu une tortue Donc j'ai trouvé une tortue. parce qu'il n'y avait pas de serpent. Oui, c'était, disons, le plus similaire que j'ai trouvé. Ok. Et puis avec les chats, je trouve que dans mon cas, c'est que pendant toute ma vie, j'ai eu des chats. Donc je suis déjà habituée à avoir des chats. Et les chats arrivaient tout seuls, ils me choisissaient. Et, et puis, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de chats, c'était en 2012. Et c'était le leader, disons, de mes chats actuellement. J'ai décidé de l'adopter. Donc, ça me manquait d'avoir des chats. Donc, j'ai adopté ce chat-là. Puis, euh, il y a une famille de chats qui est arrivée. C'était la maman chatte qui est arrivée avec ces chatons. Je crois qu'elle avait été abandonnée. Donc, elle est venue me chercher et elle m'a adoptée, je dirais, plutôt que d'être adoptée. Donc là, c'était déjà 4 chats, 5 chats avec le premier. Puis en 2019, j'ai adopté une autre chatte qui avait été abandonnée. Mais il y a un détail intéressant parce que maintenant, j'ai 10 chats. Et bon, 10 chats, 9 chats, ça dépend. Ça va peut-être changer. Il y a là une petite chatte qui vient d'arriver. On ne sait pas si elle va être là, rester là, parce qu'elle a aussi une autre maison. Mais ça, c'est un secret. Elle a une double vie. Oui, voilà, comme beaucoup de chats. Et puis, donc, j'ai 2 familles de chats qui ne s'aiment pas beaucoup. Ok, les 2 familles, il y a la famille qui est là, l'autre famille qui est là, et qui ont des problèmes entre elles. Donc, la chatte que j'ai adoptée en 2019, elle a accompagné le chat leader qui ne pouvait pas socialiser avec l'autre famille parce que la maman chatte leader de l'autre famille le détestait. Ok, c'était le leader contre leader. Donc, Voilà, c'est un problème d'alpha. oui, oui, oui. Donc, la chatte que j'ai adoptée en 2019 a accompagné le chat leader. Et ils ont une bonne relation, disons. Ils ne voulaient pas au début, mais après, il y a d'autres chats qui sont arrivés qui étaient pires. À chaque fois, il y avait un chat qui était plus insolent, disons. Ok. Puis 2020, un autre chat. C'est un chat noir avec de petites taches blanches.
et c'était, la saison d'octobre, disons. Donc c'était un chat abandonné et j'avais peur parce que parfois il y a des problèmes avec les chats noirs Oui. dans cette saison. Donc un autre chat et puis en 2022, je crois, un autre chat est arrivé. C'était un chat de mes voisins, mais ils sont partis et ils l'ont abandonné. Donc il est resté là, il savait pas quoi faire. OK, on l'a reçu. Mmh. Et parce qu'il a dit: «C'est la voici, celle que je connais, donc je vais y rester parce que je sais Voilà. qu'il va me protéger». Donc ça se passe, n'est-ce pas, c'est très commun d'écouter que les familles partent et elles partent avec ses chiens, mais pas avec ses chats parce que le chat est un animal plus indépendant qui avait besoin de, disons, on peut pas l'emporter dans une cage comme un chien ou même dans la voiture, ça c'est compliqué. Moi, j'ai déjà eu un chat dans une voiture et ça c'est catastrophique parce qu'évidemment le chat va pas se comporter de la même manière. Donc c'est intéressant d'écouter l'histoire de chaque chat que tu as parce que ce sont des histoires personnelles qui vont, disons, qui nous mènent à avoir des différents liens avec chaque animal de compagnie. Dans mon cas, j'ai pas eu de chat. J'ai presque eu un chat, mais après on l'a mis en adoption et l'autre animal que j'avais, c'était un chien et c'était seulement un chien et après ça, on n'a pas eu des animaux de compagnie, même pas un papillon pour le frigo. Maintenant que je le pense, on a une fourmi. OK, ça c'est intéressant et différent, Oui. particulier. On avait une relation dans la famille avec les oiseaux qui arrivaient dans le jardin, mais c'était surtout des pigeons. Bon, on les alimentait et donc quand on les alimentait, ce qui s'est passé, c'est que les pigeons sont devenus, disons, des vagabondes, donc ils n'allaient plus chercher d'aliments et donc ils commençaient à se battre entre eux et donc c'était, voilà, c'était catastrophique. On a dit, bon, c'était mon père, il a dit: «On arrête, on va plus les alimenter parce que ça c'est pas naturellement, ça marche pas comme ça». Évidemment, dans les parcs, il y a des gens qui vont les alimenter, mais parfois on voit que ça c'est une problématique, n'est-ce pas? Donc on a dit non. Donc on a ni de pigeons, ni de chiens, ni de chats, seulement une fourmi qui sort, parfois la nuit et on a essayé de donner un tout petit, morceau de nourriture de ce qu'on est en train de préparer et oui, elle emporte chez elle, dans son trou, dans le mur et là, c'est le seul animal de compagnie qu'on a pour l'instant. Mais comment vous savez que c'est la même fourmi? Parce qu'elle habite toute seule. Mais Et c'est bizarre ça. c'est une bon, ça c'est notre hypothèse, n'est-ce pas? Parce que c'est une fourmi qui a des petits cornes et on a cherché sur internet et ce sont des fourmis qui habitent toutes seules. Ce sont parfois il y a des fourmis solitaires. Oui, c'est bizarre de l'écouter parce que normalement, on voit les fourmis, n'est-ce pas? Les fourmis, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, donc c'est pas la norme, disons, mais elle habite toute seule. On doit faire attention de ne pas la écraser, n'est-ce pas? Parce qu'elle est trop petite. Mais évidemment, heureusement, elle se trouve dans une partie éloignée de la maison, pas si transitée, donc ça va. Pour l'instant, j'ai une toute petite fourmi comme animal de compagnie. Mais à ton avis, disons, tu la considères comme un animal de compagnie? Pourquoi? Quelle est la différence? Bah, parce qu'on l'alimente. Oui, honnêtement, c'est ça parce que et donc il faut faire attention de ne pas l'écraser. On fait pas ça avec le reste des fourmis de la maison. On va nettoyer, on va s'assurer qu'il n'ait pas des fourmis, des cafards, n'est-ce pas? Mais avec elle, c'est différent. Donc je sais pas, c'est bizarre, mais justement, je le vois, c'est comment on forme des liens avec nos animaux de compagnie. Je sais qu'avec un chien ou un chat, c'est différent parce que ils sont plus grands, ils sont plus amicaux, disons, on peut savoir quelles sont les réactions qu'ils sont, avec nous. Ils Donc communiquent. voilà, oui, avec une fourmi, je ne sais pas vraiment si je peux le savoir. Elle va prendre le morceau de nourriture et voilà. Donc dans la thèse, il y a quelques points, qui m'ont attiré l'attention, je voulais partager avec toi. Sur la typologie des propriétaires.
Dans la thèse, Marina, elle mentionne qu'elle a pris comme, disons, comme référence une enquête menée par Bayer et le syndicat national de vétérinaires en France. Et c'était, disons, une enquête plutôt de type marketing, pas de type psychologique, mais de type marketing, où pour savoir quel était le profil des propriétaires des animaux de compagnie, ils les ont classifiés dans quatre étiquettes. C'était les indifférents, les irresponsables, les dévoués et les 5 conditionnels. Cette étiquette est assez particulière, n'est-ce pas? Mais donc, ce qui m'attirait l'attention, c'est que les indifférents, on penserait que ce sont des personnes qui vont presque oublier son animal de compagnie, n'est-ce pas? Mais c'était pas ça, c'était ceux qui pensent que les animaux de compagnie, il faut pas les importer si fréquemment chez le vétérinaire, mais ils prennent des soins, de leurs animaux de compagnie et ils vont penser qu'ils sont les experts, pas les vétérinaires qui étudient la médecine vétérinaire, mais les propriétaires parce que ce sont les gens qui passent plus de temps avec les animaux. Donc, ils dépensent moins d'argent, mais ils sont indifférents en ce qui concerne la partie du marketing, pas dans la partie sentimentale forcément. Puis les 5 conditionnels, ils dépensaient le moins d'argent et on dirait: «Mais comment? Ils sont toujours là pour son animal de compagnie». Oui, mais ce qu'ils font, ils vont faire des achats qui sont meilleure qualité, relation qualité-bon prix. Ça, pour eux, ne marche pas, donc ils vont acheter un peu moins, mais d'une meilleure qualité. Donc pour eux, le marketing ne fonctionne assez bien parce qu'ils vont bien choisir, ils vont être plus méticuleux à l'heure de choisir les produits pour ces animaux de compagnie. C'est intéressant parce que quand on parle même des êtres humains ou même des machines, parfois, ça c'est une relation assez similaire, n'est-ce pas? Si on prend soin de sa santé ou de l'utilisation par exemple, de sa voiture, de sa moto, on va dépenser moins d'argent quand il y a une urgence, par exemple. Donc peut-être c'est un peu rapporté à cette thématique. Oui, parce que ça arrive avec les animaux. Acheter un aliment de meilleure qualité va provoquer qu'il y ait moins de problèmes de santé dans le Oui. futur, probablement. Probablement. Oui, oui, je crois que ça, c'est la raison aussi parce que parfois on dit, et même si en plus, si c'est un animal qui a des allergies ou disons des besoins spécifiques, ça devient un peu plus cher et c'est pas qu'on va dire: «Ah, on va pas acheter un jouet pour la» non, c'est que qu'on a déjà trop dépensé dans d'autres aspects de l'animal comme son alimentation et donc on voit pas si nécessaire d'acheter, je sais pas, les jouets ou des vêtements pour l'animal et c'est pas que je suis pas inconditionnée, voilà, c'est un peu ça dépend du point de vue, je trouve. Mais pour le marketing, ce sont les étiquettes qui sont données. Et parfois, par exemple, je connais pas trop le cas des chiens, mais dans les cas des chats, ils adorent. C'est pas qu'ils aiment pas les jouets qu'on leur achète, mais souvent, ils sont plus contents avec des objets qu'il y a déjà à la maison. Oui. Par exemple, une boîte. Ils adorent les boîtes. Ça, c'est le parc d'attractions de chats. Voilà. Oui. Moi, j'ai pas des chats, mais j'ai toujours entendu ça, qu'ils disent: «Ah, mais pourquoi je vais acheter des gratteurs et tout ça pour les chats si à la fin ils vont utiliser mon canapé en tant que gratteur». J'ai dit: «Oui, ça n'a pas trop de sens d'acheter des choses qui sont très chères. Si l'animal va pas vraiment l'utiliser», ça je pense que ça arrive même avec les enfants, n'est-ce pas? Donc parfois on fait les choses par tendance, pas par les besoins qu'on a. Donc ça c'est un appel aussi à notre manière de consommer. Donc on a aussi 2 petits, tendances sur les animaux ou les propriétaires, plutôt dans la partie psychologique. On dit que ceux qui ont des chats ou des chiens sont des gens qui ont une, stabilité qui sont plus stables, disons, émotionnellement. Tandis que ceux qui ont des animaux
non conventionnels ou de nouveaux animaux de compagnie, tels que Marina le mentionne dans la thèse, comme par exemple des oiseaux, des tortues, voilà. Ce sont des personnes plus âgées ou ce sont des personnes qui ont, dans le test psychologique, qui ont une tendance plus faible dans la partie émotionnelle. Ce sont pas assez stables. Qu'est-ce que tu en penses de ça en tant que propriétaire d'un chat et aussi d'une tortue? Comment est-ce que tu crois que ta personnalité est liée avec tes animaux de compagnie? Ça, c'est intéressant parce que parfois on dit que ces animaux commencent à devenir, disons, à adopter quelques caractéristiques du propriétaire ou à l'inverse. Le propriétaire commence à acquérir les caractéristiques de son animal de compagnie. Parfois, c'est compliqué, je dirais, de classifier les personnes et dire tous les propriétaires ou en général les propriétaires vont montrer ce type de caractéristiques. Mais si c'est une étude qui a déjà été faite, je suppose qu'il y a un certain pourcentage de réalité. Dans mon cas, je ne sais pas si c'est contradictoire un peu peut-être parce qu'il y a les 2 extrêmes. Oui, voilà, c'est ça que je trouve parce que ça dépend aussi si par exemple, dans l'étude, a été menée dans le cas des personnes qui ont seulement un chien, seulement un chat. Elle mentionne quelques différences là, mais en général, je pense qu'en société, on a cette tendance à penser, par exemple, pas seulement avec les nouveaux animaux de compagnie, que c'est un phénomène peu étudié, disons, en comparaison avec les chats et les chiens, n'est-ce pas? C'est toujours les dire: «Est-ce que tu préfères les chats ou les chats? Est-ce que tu préfères le café ou le thé?» Donc c'est toujours là, les chats et les chiens. Donc on n'écoute jamais est-ce que tu comme tu as dit, les serpents et les oiseaux. Je sais pas, les lapins et les chiens, c'est les chiens et les chats. Donc c'est intéressant de voir cette conception sociale qu'on a sur, avoir un animal de compagnie et parfois c'est complètement différent. Je peux être, on a cette tendance à dire et on le mentionne dans l'étude que, les gens qui ont des chats sont plus réservés, plus introvertis, mais ça peut changer, ça n'est pas la norme. Ça peut être une personne qui a eu un chat et qui est le plus extroverti en comparaison avec une autre qui a un chien, il ne parle si on ne se sent pas sûr d'elle-même donc évidemment, ce sont des études menées dans une certaine population, n'est-ce pas, dans une certaine région, mais en général, je trouve ça intéressant de voir les résultats et de le comparer avec ceux qu'on voit dans notre réalité, dans notre société. Oui, parce que de toute façon, on pourrait se dire qu'il y a une personne qui cherche un animal qui s'adapte à sa personnalité. Donc là, ça va, cette étude marcherait dans ce cas-là. Ou il y a d'autres personnes qui, par exemple, je dirais une personne timide, peut-être, elle pourrait se dire, je vais chercher un chien qui va m'aider à socialiser. Oui. Donc peut-être on va essayer de trouver le contraire aussi. Oui, donc je te remercie Karina pour avoir accepté mon invitation, aussi pour, discuter sur ces sujets qui nous attirent trop l'attention en tant que propriétaire d'une fourmi et déjà et d'une tortue. Comment s'appelle la tortue? Georgie. Georgie? Ah, c'est beau le nom. J'aime bien pour une tortue. Merci. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous rappelle qu'il y a un PDF avec des exercices de compréhension orale sur cet épisode. Vous pouvez trouver le lien dans le premier commentaire de la vidéo.